Merci beaucoup à InAfrica de me donner aujourd'hui l'occasion d'échanger avec le docteur Gilles Yaby. Je suis le docteur Niagale Bagayoko et je dirige l'African Security Sector Network. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'évoquer la thématique sécurité, santé, État dans l'Afrique post-coronavirus, même si nous ne sommes pas encore à ce jour sortis de la pandémie, bien entendu. Donc, cette pandémie de la Covid-19 a souvent été présentée comme étant appelée à avoir un impact absolument majeur sur la santé, bien entendu, mais également sur le rôle de l'État et sur la sécurité du continent. Et je suis heureuse de discuter aujourd'hui avec Gilles Yaby, qui, bien avant l'apparition de la pandémie mondiale, avait mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de renforcer les systèmes de santé sur le continent africain dans le cadre de dossiers qu'on peut retrouver en ligne facilement sur le site de Wati. Donc Gilles, la première question que j'aimerais vous poser est la suivante. Comment percevez-vous l'action de l'État et plus largement de la puissance publique dans la gestion de la crise sanitaire actuelle? Merci, Dr Bakayoko Niagale. C'est un vrai plaisir d'avoir cette conversation et je remercie également InfoAfrica pour cette excellente initiative, une série de conversations autour de l'Afrique pendant cette pandémie de la COVID-19 et une Afrique qui peut-être plus que jamais se pose beaucoup de questions sur des réorientations à faire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan bien sûr de la santé. Et évidemment, c'est donc un immense plaisir de partager mes réflexions personnelles et aussi celles du laboratoire d'Idewati que je dirige dans ces circonstances. La question de l'État, elle est centrale et je commencerai peut-être par dire que ce que cette pandémie a pas révélé, mais confirmé, c'est que les États sont absolument fondamentaux. Partout dans le monde, on a vu qu'il a quand même fallu que les puissances publiques prennent les décisions fortes, souvent sans précédent, de fermeture des espaces aériens, des mesures de confinement, des mesures extrêmement fortes qui ont restreint les libertés individuelles, mais pour des besoins de santé publique. Et évidemment, cela montre bien à quel point le développement du secteur privé, le développement de la société civile, tout cela est très important, mais le rôle des États reste incontournable, quelle que soit, disons, l'évolution du monde et toute cette mondialisation dont on a souvent dit qu'elle affaiblissait les États et les rendait de moins en moins pertinents. Et j'ajouterais que dans le contexte africain, pour moi, il a toujours été évident qu'on avait encore plus besoin d'États en Afrique que dans d'autres régions du monde où il y avait un passé de construction pendant plusieurs siècles d'États dans leurs frontières actuelles. Pour la plupart des pays africains, beaucoup fêtent 60 ans d'indépendance cette année. Donc, on est dans des processus de construction des États qui sont encore extrêmement jeunes. L'appréciation qu'on peut faire, disons globalement, du rôle des États en Afrique face à cette pandémie, c'est que les États ont plutôt bien réagi. Je crois qu'il y a les premiers sondages qui sortent sur quelques pays montrent un niveau, disons, de satisfaction et de confiance des populations dans leurs États qui est peut-être même un peu surprenant, qui est assez élevé. Et donc, on a globalement le sentiment que cette fois-ci, l'Afrique a réagi
où je dirais les pays africains, hein, dans leur diversité, ont réagi plutôt bien en prenant des mesures assez rapidement. Mais je pense qu'il faut ajouter tout de suite qu'on a quand même été, disons, servi par le fait que la crise a commencé en Chine, ensuite elle est allée en Europe. Et comme on est dans un monde très ouvert, que l'Afrique est très ouverte en fait en termes d'information sur le monde, on a eu, disons, on a eu le temps un peu d'apprécier la gravité de la crise et de voir aussi les mesures qui étaient prises ici et là par les différents États, notamment en Europe. Et donc, ça a quand même facilité la prise de décision rapide également dans les pays africains. Mais je terminerai sur ce point en disant qu'il ne faut pas non plus penser, évidemment, que miraculeusement, des États qui étaient faibles avant la crise pouvaient démontrer une capacité énorme dans leur politique publique en situation de crise. Et je crois que les fragilités qu'on avait dans beaucoup d'États africains, dans la constitution même de l'État, dans la volonté des gouvernants déjà de servir l'intérêt général. Je crois qu'il ne faut pas prendre ça comme acquis tout le temps. Et ensuite, dans la capacité à faire des choses, il y a quand même des faiblesses très importantes des États africains. Et s'ils ont plutôt bien réagi, y compris dans les mesures économiques, c'est aussi beaucoup parce que ce sont des mesures qui ont quand même beaucoup touché les capitales, les grandes villes. Et les États africains, même les plus faibles, sont quand même relativement présents et capables d'agir dans les grandes villes, dans les capitales notamment. Et ils sont beaucoup moins présents et moins capables d'agir ailleurs sur le territoire. Et Niagalé, qui est spécialiste des questions de sécurité, le sait très bien. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus, disons, il ne faut pas exagérer dans l'appréciation de la bonne réaction des États africains à la crise. Il faut savoir que les problèmes de fond que nous avons, politiques et les problèmes de gouvernance, ils restent extrêmement importants dans la plupart des pays africains. Et à nouveau, lorsqu'on pense aux pays du Sahel, en Afrique de l'Ouest, évidemment, on sait bien que la situation reste extrêmement précaire et que le besoin d'État, le besoin de mieux d'État et de plus d'État au service des populations, il n'a jamais été aussi important. Je rebondirai sur ce que vient d'indiquer le docteur Yabi pour dire que oui, en effet, ce rôle de l'État est absolument central, bien entendu, hein, aussi en matière de sécurité, à l'heure où justement hein, on voit fleurir tant d'initiatives qui tendent à mettre en avant des structures de sécurité communautaire ou d'autodéfense, tout simplement par les populations. Le rôle de l'État reste évidemment central, mais plus largement, ce qu'il me semble important d'éviter est d'avoir uniquement une lecture des dynamiques du continent, qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient électorales, économiques, je me prononcerai moi parce que je ne suis pas spécialisée de ces questions, mais uniquement à travers le prisme du coronavirus. Il est extrêmement important d'inscrire les réactions des différents acteurs dans la lignée des dynamiques qui ont préexisté à cette pandémie. Parce que la plupart d'entre elles demeurent, la plupart d'entre elles en tout cas en matière de sécurité, n'ont pas nécessairement été affectés de manière fondamentale par cette pandémie. Et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, ou plus exactement demain, les réponses qu'on va apporter à la situation du continent en général mettent de côté des problématiques majeures, fondamentales, qui ont préexisté à la pandémie et qu'on pourrait avoir tendance à négliger dans l'avenir. Donc j'aurais une autre question pour vous, Gilles. Dans le contexte de rationalisation des ressources publiques auquel on va sans doute être confronté, alors je connais votre réponse, avons-nous besoin de plus ou moins d'État, mais plus exactement, de quel type d'intervention étatique avons-nous besoin ? Oui, alors je crois que je reviendrai peut-être
quand même sur le travail qu'on a fait sur les systèmes de santé que vous avez Absolument, c'est évoqué pour tout ça que à j'ai l'heure cité, oui, tout à fait. au niveau de Wati, parce que je crois que cela montre bien l'approche que nous avons et pour moi, le besoin justement, comme vous venez de le dire, hein, de ne pas tout voir sous le prisme du coronavirus et de bien comprendre que les questions de fond, elles sont structurelles et que nous devons, nous, éviter en Afrique d'être tout le temps distraits de nos préoccupations fondamentales. Et une de ces préoccupations, ben, c'est de bâtir des systèmes de santé qui soient forts, qui soient au service des populations, qui soient innovants et qui soient également adaptés à nos capacités économiques. Je crois que ce que nous avons essayé de faire dans un rapport que nous avons publié en février, sur lequel on travaillait en fait depuis plus d'un an sur les systèmes de santé, totalement donc indépendamment Dépendamment. des risques de pandémie, c'était justement d'alerter sur le fait qu'on devrait travailler au renforcement des systèmes et pas simplement à des programmes spécifiques de lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose, à peut-être telle ou telle épidémie, justement le coronavirus maintenant. Tous ces programmes sont importants, toutes les réponses à des crises évidemment sanitaires sont absolument importantes, mais il faut être préparé. La meilleure manière d'être préparé, c'est d'avoir déjà un système de santé qui soit organisé pour faire face aux besoins quotidiens des populations en matière de santé publique. Et ce qu'on a observé sur les 20 dernières années sur le continent, et en particulier en Afrique de l'Ouest, qui est la région sur laquelle moi je travaille beaucoup, c'est un affaiblissement des systèmes de santé. Et je crois que de manière très concrète, il suffit d'aller dans des hôpitaux publics et d'aller dans des centres de santé hors des capitales pour voir la réalité du dénuement matériel, souvent manque d'effectifs, de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes. Et ce sont des questions très concrètes. Et sur ces questions, il y a des réponses qui sont absolument possibles. Et pour apporter ces réponses, on n'a pas besoin nécessairement chaque fois d'investir des milliards de francs CFA. On a besoin d'une volonté de résoudre les problèmes en cherchant toutes les solutions disponibles en Afrique et ailleurs. Il y a par exemple, dans un exemple comme Cuba, dont on connaît la situation politique et les limites économiques, qui a le taux de médecins le plus important de loin au monde pour 10 000 habitants et qui a un système de santé de qualité avec beaucoup d'accent sur la prévention. Donc, nous aussi, dans notre rapport, on met beaucoup l'accent justement sur la nécessité de la prévention et sur la nécessité de mettre le paquet sur les ressources humaines. Vous pouvez faire beaucoup d'efforts dans le domaine de la santé. Vous pouvez avoir des masques, vous pouvez avoir des équipements, des respirateurs artificiels, mais si vous n'avez pas le personnel qualifié pour utiliser les technologies, vous n'améliorez pas la santé des populations. Donc, la question des ressources humaines, elle est fondamentale dans le domaine de la santé, mais comme elle est dans tous les domaines. Pour revenir à la question, est-ce qu'on a besoin d'État, de plus d'État ou de mieux d'État? Je dirais on a besoin de mieux d'État, mais il faut être très clair. Ce mieux d'État doit se traduire aussi par plus d'État. Alors, si vous avez un plus d'État, mais c'est un État qui, en réalité, est capté par les personnes qui gouvernent et simplement à leur profit, évidemment, ce plus d'État peut être simplement plus de répression, plus d'extorsion, d'ailleurs, de fonds et de ressources des populations, comme on l'observe malheureusement dans beaucoup d'espaces sahéliens en proie à des questions de sécurité, où l'État est perçu comme plutôt une force qui estorque, disons, les maigres ressources des populations. Donc, le plus d'État, ça doit être un plus d'État bienveillant à l'égard des populations. Et pour moi, à mon avis, il y a d'abord la question politique. On y reviendra sans doute. L'État, c'est d'abord qui dirige et avec quelle intention. Et ensuite, la question de la capacité des États. On peut avoir envie de bien faire, on peut avoir des dirigeants bienveillants et ne pas savoir comment restructurer les États pour qu'ils soient productifs, pour qu'ils soient présents, pour qu'ils délivrent les services publics qui sont essentiels. Et à nouveau, pour moi, la question de la nature de l'État, elle n'a jamais été aussi importante aujourd'hui en Afrique que maintenant. Et l'une des leçons à tirer de cette crise
de COVID-19, c'est justement d'accélérer les transformations politiques qui vont permettre ensuite d'avoir aussi des transformations de la capacité des États à être utiles pour leur population. Alors justement, puisque vous évoquez juste cette question de qui à la tête des États pour mener avec un leadership renouvelé et plus efficace et perçu comme plus légitime, donc qui ça renvoie à la question des processus électoraux. Comment est-ce que vous avez perçu les processus d'alternance dans le cadre des élections qui sont tenues dans le contexte de la pandémie, notamment dans l'espace francophone, en Guinée, au Bénin, au Mali, au Burundi? Oui, vaste question à nouveau, hein. Ce ne sont pas des questions faciles, Niagalé. Euh, sur les élections qui se sont déroulées au cours des dernières semaines, des derniers mois, je dois dire qu'évidemment, tout le monde se posait la question de l'opportunité d'organiser ces élections qui étaient prévues compte tenu des risques que l'élection soit finalement un vecteur de propagation du virus. Je crois que les situations aussi sont différentes d'un pays à l'autre. Bon, si on prend la situation du Burundi, on connaît l'état de ce pays, on connaît le contexte sécuritaire, le contexte de violation grave des droits de l'homme depuis des années. Et on ne s'attendait pas vraiment à des surprises à l'occasion de cette élection présidentielle, même si le président sortant a passé la main, mais on savait très bien qu'il passerait la main à celui qu'il aurait désigné. Et donc, il n'y a pas vraiment eu de surprise sur le fait que le calendrier a été respecté parce qu'au fond, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Sur les processus en Afrique de l'Ouest, Mali, législative, là aussi, on comprend d'une certaine manière quand même la très grande difficulté qu'il y avait pour les pouvoirs de prendre des décisions, notamment au Mali où ces élections ont été reportées à moult reprises, où il y avait le risque finalement de continuer avec un sentiment d'affaiblissement de la légitimité de toutes les institutions. Et donc, il y a eu un choix, à mon avis, vraiment compliqué à faire entre organiser ces élections dans un contexte d'épidémie ou ne pas l'organiser et ne pas savoir à nouveau quand est-ce qu'on serait en situation de l'organiser à nouveau. Et donc, pour moi, ce qui me semble le plus important, ce n'est pas forcément est-ce qu'il fallait organiser pendant l'épidémie. Je crois que tout dépendait vraiment de l'évaluation qu'on pouvait faire de la situation sanitaire et des risques dans chaque pays et des possibilités aussi de faire respecter les mesures au moins de protection. Mais la question qui est plus fondamentale, c'est vraiment celle de la place des élections dans nos processus de démocratisation. Et j'étais dans une conversation il y a quelques jours sur beaucoup axée sur l'absence d'alternance dans un pays comme le Cameroun. Et je soulignais que le problème des élections présidentielles, c'est qu'elles se font dans nos pays dans un contexte d'hyper-concentration du pouvoir, dans des systèmes où le pouvoir présidentiel est tellement fort qu'il crée les conditions, d'une certaine manière, de sa perpétuation. C'est-à-dire qu'il est tellement puissant et un décret présidentiel change la vie des personnes qu'en réalité, après, vous avez non seulement le président qui n'a pas envie d'abandonner des privilèges, qui à un moment donné font de lui un demi-dieu, et de l'autre côté, vous avez tout un système qui est agglutiné autour du président, qui profite de ce système et qui n'a absolument aucun intérêt non plus à ce qu'il y ait une alternance. Mais je crois qu'il faut dépasser cette question de l'élection et des conditions pour avoir de bonnes élections, pour se poser la question de toutes les autres dimensions de la démocratie que nous n'avons pas construites. Et c'est vraiment l'axe de travail de Wati. C'est chaque fois, nous faisons beaucoup d'initiatives autour des élections, mais nous disons tout de suite que ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement le choix de celui qui gouverne une élection, c'est juste le choix de la personne qui va gouverner pendant une période donnée.
qui me semble être important et plus un marqueur de la démocratie, c'est la relation que les gouvernants ont avec les gouvernés. C'est la relation qui s'instaure et qui doit être une relation permanente avec des gouvernants qui sont au service des gouvernés et avec une participation des citoyens à la conception, à la discussion des politiques publiques. Et je crois que si on ne met pas l'accent sur ce volet-là, sur le débat public de qualité, sur l'éducation civique, sur la construction d'une éthique autour de l'intérêt général, ben, on a beau organiser des élections à intervalles réguliers, non seulement il y a beaucoup de fortes chances que ces élections soient frauduleuses, même dans des cas où il n'y a pas de fraude, on peut avoir une élection sans fraude, mais élire évidemment des dirigeants de piètre qualité avec aucun intérêt réel pour les populations. Et je pourrais évidemment donner l'exemple de pays non africains très puissants où on a des présidents qui clairement ne sont tout de même pas perçus aujourd'hui comme étant incarnant des valeurs. Hein. Et donc, évidemment, je pense à la plus grande puissance encore du monde aujourd'hui. Alors, je suis très heureuse que vous mettiez l'accent sur l'importance, en effet, de considérer la démocratie au-delà de sa dimension élective, ce qui est malheureusement, à mon avis, trop rarement pris en considération, notamment par les partenaires internationaux. Et pour faire la transition avec les questions de sécurité, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que dans des contextes non démocratiques ou peu démocratiques, il peut y avoir des ferments de réformes, d'évolution positive des forces de défense et de sécurité. C'est quelque chose, par exemple, qu'on a pu constater dans l'évolution du Sénégal. Bien avant l'instauration de la démocratie, l'armée s'est révélée être très républicaine jusqu'à refuser de perpétrer un coup d'État en 1962 que certains dirigeants civils appelaient de leur vœu. Donc oui, je pense qu'il est extrêmement important de ne pas considérer que l'introduction de processus formels démocratiques, qui sont nécessaires, hein, bien entendu, sont suffisants ou nécessaires, indispensables plus exactement, pour que des évolutions de type citoyen, des évolutions de type démocratique puissent intervenir. Oui, tout à fait. Je crois que parlant de sécurité, on arrive sur un terrain sur lequel moi j'aimerais bien poser des questions au docteur Bakayoko qui a travaillé beaucoup sur la réforme des systèmes de sécurité, qui dirige un organisme qui est extrêmement important, qui rassemble justement des experts africains sur les questions de sécurité. Et Niagalé, vous avez aussi récemment d'ailleurs écrit un certain nombre d'articles sur la situation dans le Sahel et sur la situation et le comportement des forces armées des pays du Sahel. Alors, on était déjà dans un contexte très troublé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, dans l'ensemble de la bande sahélienne, avec des risques très clairs pour les pays côtiers également d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, évidemment, s'ajoute à cette situation sécuritaire fragile la pandémie de la COVID-19. Comment voyez-vous l'impact de cette crise sanitaire sur des pays, disons, qui étaient déjà dans une situation politique et sécuritaire fragile? Et j'ai en tête à nouveau le Sahel, mais au-delà même de l'espace sahélien, comment est-ce que vous voyez-vous l'impact de cette crise sanitaire sur les questions de sécurité? Alors le premier impact, bien entendu, et en effet au-delà du Sahel, ça a été tout simplement le fait que les mesures d'exception hein, qui ont été décidées par les États africains, qu'il s'agisse des couvre-feux, qu'il s'agisse des interdictions de rassemblement, ont été mises en œuvre
par les forces de défense et de sécurité. Et on a pu constater dans certains pays des débordements initialement dans la mise en œuvre de toutes ces mesures, hein, avec notamment des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, avec un certain nombre d'abus de pouvoir, hein, très clairement, de la part des forces habilitées, invitées à mettre en œuvre ces mesures d'exception. Ça n'a pas été le cas de manière grave dans les pays du Sahel, à l'exception du Niger, où il y a eu de nombreuses manifestations pour protester, notamment contre les interdictions de rassemblements religieux, où en effet il y a eu des heurts assez importants avec les forces de l'ordre. Cependant, à mon avis, ce qu'il est essentiel de dire, c'est que contrairement à ce qu'on avait pu anticiper au début de la crise, à mon avis, la pandémie n'a pas eu un impact déterminant sur les dynamiques des crises, et notamment sur la dynamique de la crise au Sahel. Je prends tout simplement l'exemple des forces étrangères présentes dans la région. Bon, la MINUSMA n'a pas fermé, l'opération Barkhane française est toujours en place, même si, bien entendu, des mesures ont été prises en leur sein, puisque des cas de Covid-19 y ont été détectés. Il y a même eu 2 décès à déplorer au sein de la MINUSMA. Donc ça, c'est le premier élément, la question des forces internationales présentes. Le deuxième élément, et vous l'évoquiez, effectivement, j'ai été amenée à m'exprimer et à écrire sur cette question-là, c'est la question plus largement du comportement des forces de défense et de sécurité. Et si on n'a pas déploré d'incidents majeurs en ce qui concernait la mise en œuvre des mesures pour lutter contre la Covid-19, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'abus de la part des forces de défense de sécurité. Au contraire, durant cette période, mais en réalité pas depuis le début de l'épidémie, mais de manière un peu antérieure, depuis le début de l'année 2020, on a assisté dans les 3 pays de la zone des 3 frontières, la Congourma, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso, à de très graves accusations qui ont été documentées à l'encontre des forces de défense et de sécurité qui se sont livrées à des exactions et des abus de droits de l'homme extrêmement graves contre des populations civiles, et des rapports aussi bien des Nations Unies que des organisations telles Human Rights Watch ou le HCR ont documenté ces incidents. Et il est important de dire que les autorités des 3 pays ont engagé des enquêtes pour établir ce qui s'était passé au sein de la chaîne de commandement pour que de tels abus, de telles violations des droits de l'homme aient pu être possibles. Oui, et d'une certaine manière, on retombe sur la question de l'État et de sa bienveillance, hein, y compris celle des forces de sécurité. Et c'est vrai que des informations sur des violations de droits de l'homme, par exemple au Burkina Faso, ces dernières semaines, certaines sont extrêmement préoccupantes pour la cohésion sociale dans ce pays-là et au-delà. Mais je voulais peut-être aussi poser la question du rôle de l'Union africaine, du rôle des organisations africaines disons, dans les circonstances actuelles. Il y a une discussion concernant le Sahel sur le déploiement d'une nouvelle force, cette fois-ci de l'Union africaine, toujours pour lutter contre les groupes armés terroristes. Et on a vu sur un autre plan, sur celui de la santé, l'Union africaine jouer un rôle cette fois-ci quand même assez clair, assez fort à travers son centre de contrôle et de prévention des maladies. Comment voyez-vous
le rôle de l'Union africaine dans la gestion de cette période un peu particulière et quelles perspectives vous voyez pour les prochains mois. Et peut-être aussi, bon, il y a aussi chaque fois la question de la relation entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. En Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO qui avait fait beaucoup d'annonces sur la lutte contre le terrorisme avec un sommet spécial. Et on n'a plus vraiment entendu parler de la CEDEAO sur la lutte anti-terroriste en Afrique de l'Ouest. Alors, voilà, est-ce que vous avez un commentaire un peu aussi sur Oui, le rôle de ces organisations? absolument. Et pour réagir sur le rôle de ces organisations, il convient aussi de se pencher avant sur l'évolution des acteurs de conflit au sein de la zone. Parce que ce à quoi on a assisté pendant la période qu'on examine, celle de cette pandémie, c'est à une complexification des relations entre les différents groupes terroristes, notamment djihadistes, qui ne sont absolument pas liés à cette pandémie. Alors c'est vrai qu'au début, il y a eu des appels, notamment de la part de l'État islamique, à exploiter les faiblesses des États ou leur concentration sur la lutte contre la pandémie pour augmenter les attaques contre leurs représentants. Mais ce qui s'est beaucoup produit pendant la période, ce sont des attaques là aussi de ces groupes contre des populations civiles. Vous citiez le Burkina, ça a été en effet le cas, mais aussi des luttes, des compétitions assez intense entre les différentes mouvances des groupes armés djihadistes, notamment des affrontements entre les groupes affiliés à l'AQMI, notamment le SIM ou JNIM au Mali, qui est dirigé par Yadak Ghali, ou l'État islamique au Grand Sahara, qui constitue la branche sahélienne de l'ISWAP, donc c'est-à-dire de la province Afrique de l'Ouest de l'État islamique. Et ce sont des dynamiques profondes qui modifient l'état de la conflictualité dans la zone. On a aussi assisté à une intensification des interventions menées par la force Barkhane en lien avec les armées partenaires, notamment des 5 pays du G5 Sahel. Et c'est là que je fais le lien avec votre question sur le rôle des autres acteurs multilatéraux du continent. C'est-à-dire comment doit-on lire les évolutions actuelles. Il y a d'une part, c'est vrai, beaucoup moins d'attaques que fin 2019, où aussi bien les forces du Mali que du Niger que du Burkina Faso ont perdu énormément d'hommes. Je pense aux attaques d'Inates, de Chinagoder, de Boulkessi, dans la zone, qui ont été extrêmement létales pour les armées elles-mêmes. On voit beaucoup moins ça, notamment depuis le sommet de Pau, qui a demandé une intensification de l'action et une concentration sur l'État islamique lui-même. Mais est-ce que les neutralisations de terroristes, notamment, donc c'est-à-dire l'élimination des terroristes qu'on nous annonce très souvent, signifient un regain de protection pour les populations elles-mêmes, puisque c'est là l'enjeu en réalité. La lutte antiterroriste, ça n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est de parvenir à la protection des populations et à la défense des institutions de l'État. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne pense pas qu'il faille opposer les deux. Et il est vrai que jusqu'ici, le dispositif, non pas jusqu'ici, parce que initialement dans la crise malienne, le dispositif de l'Union africaine et de la CEDEAO a été mobilisé dans le cadre de la mission internationale sous conduite africaine, mais que ces acteurs se sont retirés, ont été sans doute beaucoup trop discret dans le reste de la gestion de la crise. Aujourd'hui est en effet négocié le déploiement de cette force de 3000 hommes, mais la question qui se pose est de savoir pourquoi des instruments que sont la force africaine en attente mise en place dans le
cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité, voir sa force de réaction rapide, la CARIC, qui avait été envisagée justement au début de la crise malienne, et surtout les brigades régionales, notamment celles de la CEDEAO, n'ont pas été plus actives. Et aujourd'hui, ce qui semble un peu préoccupant, c'est que dans les projets dont on entend parler, il ne semble pas y avoir d'articulation claire entre justement ces dispositifs Union africaine, CEDEAO, la force du G5 Sahel et les partenaires extérieurs. Donc un déploiement d'une nouvelle force pourrait ajouter à la confusion, à moins qu'elle ait un mandat beaucoup plus clair et sous-régional de protection des civils, à mon avis, et non pas nécessairement de nouveau de lutte antiterroriste. Oui, à nouveau, ce que vous soulignez là, c'est toujours la tendance à la multiplication des initiatives, peut-être un peu ad hoc, en oubliant un peu chaque fois les projets qui avaient déjà été établis de construction d'une architecture africaine de paix et de sécurité. C'est à mon avis l'immense difficulté, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les acteurs internationaux, tout comme les acteurs africains, ont le sentiment d'avoir besoin d'inventer une nouvelle initiative à chaque fois qu'un nouveau problème apparaît. Alors qu'à mon avis, les instruments sont là et la question est celle de leur adaptation. Ces instruments étaient certainement très lourds initialement, et sans doute correspondait à un type de conflictualité qui n'est pas celui auquel on assiste aujourd'hui depuis les années 2010, mais néanmoins, à mon avis, il aurait été sans doute beaucoup moins coûteux, parce que tout ça coûte quand même très très cher, et sans doute beaucoup plus efficace de travailler pour améliorer les procédures internes de ces instruments dans lesquels aussi bien les partenaires internationaux que les acteurs du continent ont énormément investi. Et ce sera pareil à l'avenir pour le G5 Sahel, qui est une organisation qu'on a beaucoup critiquée, dont la création peut-être, dont l'opportunité de la création peut être discutée ou non. Mais aujourd'hui que cet instrument existe, que va-t-on en faire? Doit-on en créer encore un nouveau? Il faut, je pense, aujourd'hui faire très attention aux effets d'annonce, parce que vous rappeliez les déclarations de la CEDEAO et de l'UEMOA également, à la fin de l'année 2019, qui parlait d'1 milliard, dont 500 millions mobilisés par l'UEMOA pour lutter contre le terrorisme. Ces effets d'annonce, notamment d'appel, d'engagement de dons, sont extrêmement néfastes, je pense, puisqu'il est très compliqué, très long en termes de procédure de mobiliser les fonds nécessaires à la mise en œuvre de toutes ces initiatives de sécurité. Et donc, ça crée des attentes chez les populations qui ne voyant rien venir, alors qu'on leur dit « nous allons créer très très vite un instrument extrêmement efficace sur le terrain », on décrédibilise la puissance publique, et y compris dans sa dimension multilatérale. Merci beaucoup, Niagali. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, on pourrait vous écouter longtemps, mais j'ai quand même une dernière question pour vous. On parle dans ce moment particulier de Covid-19 de la possibilité d'un après avec des changements importants dans tous les domaines, y compris peut-être dans le domaine justement de cette relation entre les citoyens et leurs États. Et aujourd'hui, dans le domaine de la sécurité, il y a non seulement la question de l'efficacité sur le terrain, mais il y a aussi ces dernières semaines dans beaucoup de pays, en particulier au Niger, mais aussi au Burkina Faso, on parle de malversation dans le secteur de la défense, dans l'attribution de marchés très importants. Qui concernent d'ailleurs du matériel militaire, des armements, etc. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut affaiblir encore davantage
le lien entre les populations et leurs autorités, si elles ont le sentiment que même dans la lutte contre l'insécurité, certains sont dans la recherche euh, essentiellement d'enrichissement personnel, ou est-ce que ça peut être l'inverse d'une certaine manière? Est-ce que ça peut pousser à avoir plus de transparence dans le secteur, en particulier de la défense et de la sécurité? Merci beaucoup de poser la question. Justement, j'ai rédigé aujourd'hui un article pour Le Point sur cette question justement de la gestion des budgets de la défense. Elle est absolument majeure, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que ce que démontrent à la fois les violations des droits de l'homme dont on a parlé et les malversations dont vous parlez, c'est le fait qu'il est impossible de considérer l'efficacité des appareils de défense et de sécurité uniquement à travers leur dimension opérationnelle, uniquement à travers l'impact des opérations menées sur le terrain. Il y a trois autres dimensions qui sont absolument essentielles. Il y a la dimension de la gouvernance dont relève la gestion des budgets de la défense dont vous parlez. Je pense que ce dont il faut se réjouir aujourd'hui, c'est que des mécanismes à la fois étatiques et non étatiques ont permis d'agir pour que davantage de transparence intervienne. Vous parlez en effet du cas du Burkina Faso, où l'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, a été arrêté, mais suite à une plainte d'une organisation de la société civile qui a constaté un délit d'apparence lorsque sont parues des photos sur sa villa très luxueuse. Ça, c'est un mécanisme qui a fonctionné. Le rôle de l'inspection des armées internes au Niger, qui est un mécanisme interne à l'État, qui a mis au jour justement ces malversations au Niger, a été essentiel. Mais il ne faut pas oublier le cas du Mali, même si ce qui s'y est produit date de quelques mois. Le VEGAL, c'est-à-dire le bureau du vérificateur général, a réussi également à déceler un certain nombre de détournements de matériel militaire auquel a dû répondre l'ancien Premier ministre, ancien ministre de la Défense, Soumaïlou Boubèye Maïga, qui a mis en cause d'autres ministres, d'ailleurs, dans certains de ses témoignages. Donc, ça démontre que cette structure de l'état de droit que sont les institutions supérieures de contrôle joue également un rôle. Et n'oublions pas que le Parlement malien, enfin son Assemblée nationale, s'était saisi de cette question, d'ailleurs sous l'impulsion de Soumaïla Cissé, qui a malheureusement depuis été enlevée, mais une commission d'enquête parlementaire, même si elle n'a pas abouti, avait été mise en place. Donc je pense qu'on voit aujourd'hui émerger un renforcement des mécanismes étatiques et non étatiques pour lutter contre ces questions qui sont essentielles aux performances des forces de défense et de sécurité. Je n'ai cité que deux dimensions. Je terminerai très brièvement pour dire que la troisième dimension, c'est évidemment le renforcement de leurs compétences en matière de respect, de promotion des droits de l'homme, qui doit être conçue comme distincte de ces questions de gouvernance. Et la dernière, c'est aussi celle, puisqu'on parle beaucoup de développement, de l'amélioration de la condition sociale des militaires et de sécurité. Parce que quand on assiste au détournement dont vous parlez, ce sont les soldats qui en font les frais, des soldats qui peuvent se retrouver sans munitions, qui sont envoyés au front et qui meurent au combat. Absolument, Niagalé. Et je crois que ce que souligne vraiment cette conversation, ce sont les liens entre tous les domaines. Lorsqu'on parle de sécurité, on arrive très vite à parler de gouvernance, de corruption, mais aussi de la situation économique et sociale des militaires. Mais derrière, on voit bien entendu de manière plus large la situation économique et sociale des populations dans les pays africains. Et je pense qu'on va terminer sur ça. Et moi, ce que j'aimerais peut-être dire en conclusion, c'est justement le fait qu'on a aujourd'hui un moment de débat sur les questions les plus importantes pour le présent et l'avenir de nos sociétés africaines.
dans leur diversité. On n'a pas beaucoup parlé, par exemple, du Nigeria. Je crois qu'il faut parler aussi, évidemment, des locomotives potentielles du continent qui malheureusement sont souvent grippées. Et sans ces locomotives, évidemment, on a aussi de très grandes limites dans ce que des États faibles du point de vue économique et financier peuvent faire. Mais je crois que c'est surtout une conversation qui souligne la nécessité de l'engagement citoyen, non seulement l'expertise, et en écoutant Niagalé, évidemment, on a cette expertise sur des questions de défense et de sécurité, mais on sent aussi la passion pour le continent, pour l'amélioration du bien-être collectif, et c'est une passion qui est partagée par nous à Wati et qui est partagée par Initiative for Africa, et c'est l'occasion de remercier à nouveau tous ceux et toutes celles qui ont travaillé à cette initiative et qui nous ont conviés à cette conversation. Merci à vous. Merci, je m'associe à Gilles. Merci infiniment.